Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Pelot d'idées. Aujourd'hui, on parle communication communautaire, la Comcom. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième vidéo introductive de la chaîne. Donc dans la première, on parlait plus un peu des contenus, des idées que je voulais apporter. Et dans celle-ci, on va parler un petit peu de comment vous, derrière l'écran, et moi, on fait groupe. Vous l'aurez compris, la dimension collective, elle est très importante pour moi. Et pour qu'on puisse faire groupe, il faut qu'on puisse communiquer. Et pour pouvoir communiquer, je pense qu'il faut qu'on pose quelques bases. Donc c'est l'intention de cette vidéo. Bien sûr, je vais proposer des sortes de principes que moi j'ai identifiés comme pertinents, je pense. Mais ça reste qu'une proposition et c'est soumis à amélioration, évidemment. L'idée, c'est de proposer des choses qui puissent garantir un espace de dialogue qui soit le plus sécuritaire possible. Ça veut dire que chaque personne se sente à l'aise de dire ou partager des choses. Je fais le choix de parler de principes et pas de règles parce que je trouve que c'est moins rigide et ça apporte plus de flexibilité justement. Je vais essayer d'être la plus claire possible, mais si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à demander des clarifications. Ceci étant dit, allons-y. Le premier principe que j'ai identifié, c'est garantir l'horizontalité. Pour moi, ça veut dire que on est tous dans la même équipe et il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'autorité entre nous. Donc ça veut dire ni de moi vis-à-vis de vous vis-à-vis de moi, ni de vous entre vous. Donc c'est ne pas se placer au-dessus des autres. Quand on prend la parole, qu'on formule un commentaire ou moi quand je raconte quelque chose, pour éviter qu'il y ait certaines personnes ou certains groupes qui se sentent plus légitimes que d'autres à dire ou reprendre. Et voilà, moi j'aimerais que ça soit un espace où chaque personne puisse se sentir légitime à contribuer et à l'aise surtout. Et en fait derrière ça, c'est une vraie vision de la répartition des pouvoirs et aussi de la construction de la connaissance. Moi je porte une vision de la connaissance, c'est une sorte de fresque collective où on pourrait toutes et tous contribuer, chacune à notre manière. Moi je le vois avec plein de couleurs, plein de formats, plein d'apports très différents et ça passe par reconnaître que on va pas apporter toutes et tous les mêmes choses mais ça a quand même de la valeur et qu'il n'y a pas qu'une seule bonne manière d'apporter des connaissances. Moi je souhaite pas du tout par exemple que on valorise plus quelque chose qui sort d'un livre que quelque chose qui est raconté par une personne. Je pense que les savoirs d'où qu'ils viennent sont très divers mais surtout complémentaires. En deuxième, j'ai mis partager avec humilité parce que ça me semble un prérequis pour pouvoir garantir l'horizontalité. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire éviter une posture par exemple jugeante, moralisatrice qui définit ce qui est le bien, ce qui est le mal et qui se permet de le dire aux autres, mais plutôt partir de nos ressentis, de nos émotions, de nos expériences aussi personnelles, donc se réancrer dans ce que l'on vit plutôt que d'expliquer aux autres la vie. Et surtout, ne pas avoir une intention de convaincre qui que ce soit. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ensuite, ça passe par éviter la posture d'experte qui aurait tout compris à la vie. Donc la posture d'experte, c'est parler avec des il faut ou employer le verbe devoir, ce qui est très brusque. Et voilà, moi ce que je préconiserais, c'est plutôt d'utiliser des tournures humbles comme il me semble, je pense, depuis mon point de vue, depuis mon expérience. Dans la même veine, on a évité d'énoncer des vérités générales, donc c'est par exemple parler en on. L'humanité pense que, de toute façon, on sait bien qu'il faut ta. Parce qu'en fait, ça va être tellement englobant comme manière de parler, tellement généralisant, tellement englobant que ça peut être que faux et mal reçu du coup. Et donc pour éviter ça, c'est favoriser ce que j'ai appelé les tournures humbles. C'est des tournures qui souffrent la contradiction, donc qui vont tolérer d'être contredites et qui vont surtout pouvoir être complétées. Et ça, je pense que c'est hyper important. Des tournures qui rappellent que notre champ de validité, quelque part, il est restreint. Et c'est clairement pas tout, quoi. Après, aussi, un autre point très important, c'est ne pas donner de conseils non sollicités. Ça veut dire ne pas partir du principe que les gens ont besoin d'être sauvés et ont besoin de recevoir des conseils ou de recevoir des solutions. Du coup, le pendant de ça, c'est si jamais vous attendez des conseils ou des solutions, demandez-le explicitement. Voilà, comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Tout ça, c'était pour partager avec humilité. Mon
Mon troisième point, c'est recevoir avec respect et empathie. Je trouve que c'est pareil. Pour garantir l'horizontalité, il y a d'une part partager avec humilité, d'autre part recevoir avec respect et empathie. Ça va ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, tout d'abord, ça veut dire écouter vraiment. Ça veut dire avec une attention pleine. Je dirais que ça passe par prendre le temps de finir la vidéo avant de commenter quoi que ce soit, pour être sûr d'avoir bien compris le propos, ou en commentaire, ça passerait par lire jusqu'au bout le propos de quelqu'un avant de réagir. C'est une invitation à prendre le temps, à ralentir, pour peut-être éviter de s'enflammer, prendre le temps d'observer aussi ce que ça nous fait traverser, ce qu'on ressent et tout ça. Pourquoi pas prendre des notes au fur et à mesure et après en faire un message qui rend compte de tout ce qu'on traverse. Mais en tout cas, quand même, pour moi, pour recevoir avec respect et empathie, il y a aussi le fait de se rappeler qu'on n'est pas là pour convaincre et on n'est pas là pour être convaincu. Ça permet d'étendre tout le monde, je trouve. Et donc ça passe par cultiver une certaine distance avec ce qui est partagé. Par exemple, moi, je vais vous partager des choses, ça vous touche pas. C'est la vie, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de me faire une démonstration d'à quel point je dis de la merde, par exemple, et réciproquement. Moi, mon souhait, c'est qu'on n'entre surtout pas dans une dynamique de débat où il y aurait une seule vérité véritable qu'il faudrait imposer absolument par tous les moyens aux autres. Genre vraiment pas. Moi, ce qui est important pour moi, c'est plus qu'on crée un espace communautaire de partage. Et après, on prend ce qu'on a à prendre et on laisse ce qu'on a à laisser. Cette dynamique de débat, si elle vous tient très à cœur, très bien, mais gardez-la pour ailleurs, s'il vous plaît. C'est ma proposition. Pour recevoir avec respect et empathie, je pense que c'est important de se rappeler qu'un vécu n'annule pas l'autre, que c'est pas parce que quelqu'un raconte quelque chose de différent que ça veut dire que ce que vous avez dit c'est faux, et que même si en apparence les expériences peuvent paraître différentes ou antagonistes, ça veut pas dire qu'elles peuvent pas coexister. Les deux peuvent être vraies en même temps, et de la même manière les deux sont légitimes, il n'y en a pas une plus légitime que l'autre. Mon dernier point, c'est de se rappeler qu'on est dans la même équipe et qu'il n'y a pas intention de nuire a priori. Après, ça n'empêche pas qu'on aura probablement des désaccords, que parfois il y aura des choses qui vont nous heurter, peut-être nous choquer ou nous blesser, mais si jamais c'est le cas, je nous invite à se rappeler qu'on est en mesure de faire respecter nos limites, qu'on est en mesure de prendre de la distance et qu'on est en mesure de recadrer s'il y a quelque chose qui est dit qui nous blesse ou qu'on trouve problématique. Voilà. Le quatrième point, c'est situer d'où on parle. Si je reprends l'image de la construction du savoir comme une fresque collective, ça veut dire qu'on est forcément quelque part sur cette fresque. On peut ni être partout, ni être nulle part. Si je transpose, ça veut dire que personne n'est omniscient. Quelqu'un qui verrait tout, saurait tout sur tout, c'est impossible. Et de l'autre côté, ça veut dire que personne n'est neutre. On ne peut pas ne pas être situé sur la fresque. Donc on est forcément à un endroit de la fresque. Ça veut dire, avant de partager quelque chose, se demander, ok, qu'est-ce qui fait que je dis ça ? Qu'est-ce qui m'a amené à penser ça ? Est-ce que c'est lié à ma culture, lié à mon vécu, lié à mes différentes expériences sociales, et si oui, lesquelles? Je pense que d'une part, ça permet de prendre conscience de soi-même, que ce qu'on énonce, ça n'est pas une vérité générale universelle, mais c'est le résultat de notre raisonnement, et ça permet de prendre conscience aussi de nos limites. Et d'autre part, je pense que ça permet de mieux comprendre le propos de l'autre, et aussi aux autres de mieux nous comprendre. Si je donne un exemple, quelqu'un qui dit je débute dans ta, mais il me semble que ta, et donc A égale B. Pour moi, c'est très différent de quelqu'un d'autre qui arrive et qui me dit de but en blanc, de toute façon, A égale B. Je sais pas si vous percevez la différence que je fais, mais je trouve qu'il y en a un des deux qui est beaucoup brutal et qu'on a envie d'envoyer balader si on n'est pas d'accord, et qui souffre pas du tout la contradiction, alors que le premier, on comprend que c'est le fruit d'un raisonnement et que ça peut être amendé, ça peut être modifié, amélioré par d'autres apports. Donc il y a un aspect complémentaire que j'aime beaucoup. Aussi, moi je trouve que ça contribue de l'exercice de l'empathie. Se situer, ça aide à se plonger dans le vécu des autres. Une personne qui commencerait par en tant que personne noire ayant grandi aux États-Unis, je pense que, c'est tout de suite très différent que si elle avait juste dit ce qu'elle pense. Qu'il y a des expériences, ça leur donne du corps de situer d'où on parle. Donc voilà, c'est ce que j'entends à peu près par se situer, se rappeler où est-ce qu'on est sur la fresque. Je vais m'attacher à le faire régulièrement, et notamment j'en ferai une vidéo spécifique. C'est un peu ce que j'attends de vous aussi, si ça vous dit. Mon cinquième point, je l'ai appelé « se positionner en solidarité des luttes pour l'émancipation ». C'est quelque chose que moi, je fais dans mon quotidien.
c'est quelque chose que j'ai envie de promouvoir par cette chaîne et du coup c'est quelque chose que je vais attendre de vous en retour. Ça veut pas dire être la militante parfaite, la personne hyper politisée qui connaît tout sur tout et qui fait aucune erreur. Pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout une question de niveau de connaissance, de niveau de militantisme. C'est vraiment une question de positionnement, une question de posture. C'est est-ce que je vais reconnaître que je vais probablement faire des erreurs parce que j'ai plein d'angles morts. Est-ce que si on me le fait remarquer, je l'accepte? Et est-ce que, en fait, tout simplement, je reconnais que tous les systèmes de domination sont intriqués les uns dans les autres et que si j'en connais un et pas les autres, je m'inscris en solidarité avec ce qu'on m'invite à respecter. C'est pas une question de connaître ou de comprendre, c'est une question de par défaut, je me mets en soutien des luttes, même de celles que je comprends pas. Moi par exemple, je suis une personne blanche, je me positionne en solidarité de la lutte antiraciste, mais évidemment, c'est pas, vu que c'est pas mon vécu, et je vais probablement faire des glissades, des maladresses. Je pense que c'est important de reconnaître qu'on est toutes et tous à des niveaux de déconstruction et de conscientisation qui sont différents et qu'on a différents endroits du chemin. Et c'est comme ça. C'est ni bien ni mal. Mon intention, c'est vraiment qu'on s'accompagne les unes les autres dans cette progression et que du coup, pour moi, ça demande que par défaut, on se positionne en solidarité des luttes pour l'émancipation, même si c'est pas notre vécu, même si on les connaît pas, même si on les comprend pas encore. Et si je devais reformuler, ça veut dire que par défaut, on se positionne contre les rapports de domination. Voilà. Sinon, j'ai écrit une petite phrase, ça revient à être d'accord avec la phrase. Par défaut, je me positionne contre tout rapport de domination dirigé de manière systémique et systématique contre un groupe social identifié au bénéfice d'un autre. Et je m'engage à ne pas rejouer ces dynamiques de pouvoir ni à les tolérer sans critique. Bon, c'est une petite reformulation maison. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord avec cette phrase, c'est votre droit. Simplement, je vous inviterai du coup à ne pas trop investir l'espace commentaire parce qu'a priori, il ne vous est pas destiné. Merci. Et du coup, mon 6e point, c'est faire remarquer les glissades. Ça va vraiment avec le point d'avant, je trouve, parce que comme je l'expliquais, on est à des endroits différents de connaissances et de déconstruction. Et en fait, il est très probable qu'on fasse des maladresses, et moi la première. Si je donne un exemple, moi je suis une femme blanche, je me positionne en solidarité des luttes antiracistes, mais c'est pas mon vécu, il se peut que je sois maladroite, je dise des fois des choses qui sont pas pertinentes ou qui sont pas dénuées de biais racistes malheureusement. Et à ce moment-là, moi j'attends vraiment qu'on me fasse remarquer avec la bienveillance que ça implique, mais qu'on me fasse remarquer ma glissade pour que ça n'arrive plus, pour que je grandisse. Et du coup je me dis que c'est une dynamique qu'on peut avoir collectivement aussi dans les commentaires parce qu'en fait personne n'est parfait, donc ça me paraît évident que ça va arriver, qu'il y aura des glissades. Je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on l'aborde avec tranquillité du moment qu'on est aussi toutes et tous ouvertes à recevoir la critique en fait. Et donc voilà, si jamais vous remarquez quelque chose de problématique, ne pas hésiter à le faire remarquer. Donc, si vous savez pas comment formuler, que ça vous met mal à l'aise, vous pouvez par exemple suivre les étapes de la communication non violente. Ça se trouve facilement sur internet. Donc l'idée c'est de pas être dans une logique où on pointe quelqu'un du doigt dans le but de lui mettre la honte, de le silencier et de l'exclure en raison de son erreur, fût-elle grave. Mais l'idée c'est plutôt d'être dans une logique d'accompagnement, pas forcément de pédagogie, mais d'accompagnement pour qu'il y ait une reconnaissance de l'erreur, réception de la critique et amélioration. Et aussi, je précise que pour éviter qu'on se retrouve dans des dynamiques de harcèlement, si une personne a fait la remarque critique, c'est pas la peine de la refaire à l'infini, mais juste liker. Je pense que c'est assez explicite pour tout le monde. Et enfin, mon 7e point, c'est respecter la confidentialité. Bon, je sais qu'on est sur internet, c'est pas évident, mais je me dis qu'on va être amené à partager des histoires qui impliquent potentiellement d'autres personnes que nous-mêmes. Je pense que là, le mieux, c'est d'obtenir le consentement des autres personnes à raconter l'histoire. Et le minimum, ça me semble,
au moins d'anonymiser les autres personnes concernées. Ah oui, aussi une autre précaution qui peut être utile je pense, c'est si jamais vous apprêtez à partager quelque chose qui contient des violences explicites, mettre un petit message d'alerte au début. Par exemple, attention, je vais parler de violences infantiles. Et comme ça permet aux personnes dans les commentaires de choisir si elles poursuivent la lecture ou non de votre commentaire et pas qu'elles se retrouvent exposées à cette violence-là qui peuvent peut-être réactiver des traumas chez elles. Donc voilà, c'est une pratique qui est assez commune sur internet qu'on appelle le trigger warning. Donc c'est la petite alerte de déclenchement traumatique. Et moi aussi je tâcherai de le faire. Je pense que tout le monde vous en sera reconnaissante. Voilà, j'en ai fini pour ces 7 principes de communication communautaire. Ce que je viens de faire là, en fait, définir un peu des principes, ça s'appelle poser un cadre, poser une membrane de sécurité pour celles qui connaissent. C'est une manière de définir ou co-définir des prérequis pour une communication apaisée. C'est quelque chose qui se fait normalement quand on anime des ateliers ou quand on s'apprête à avoir des discussions. Et je me suis dit, mais pourquoi pas le faire aussi ici, même si la communication est indirecte avec vous. J'ai trouvé hyper intéressant l'exercice de transposition justement de ok, si c'est un atelier, qu'est-ce que je poserais comme principe? Et là, vu qu'on est à distance, voilà, c'était un exercice très chouette. C'est toujours un peu périlleux comme exercice, donc je sais pas si vous avez l'habitude de le faire, de poser des cadres ou définir des membranes. N'hésitez pas à partager un peu vos expériences si c'est le cas. C'était important pour moi pour plusieurs raisons. D'abord, comme je le disais, au même titre que ma communication quotidienne, je me suis dit pourquoi pas dans cet espace-là en ligne. Ensuite, parce que en fait, je me sens responsable quand même de l'espace commentaire qui va s'ouvrir sous mes vidéos, parce que c'est quand même moi qui le crée. Et en plus de ça, pour moi, l'espace commentaire, il est à la fois précieux et risqué. Précieux parce que c'est le seul, ou c'est le principal canal d'échange que je vois aujourd'hui, et risqué parce que c'est la porte ouverte à tout. Tout simplement. Et aussi parce qu'en fait j'ai conscience qu'on vit dans un monde violent, d'autant plus sur internet, d'autant plus envers les femmes sur internet. Donc voilà, je suis tout à fait consciente de ce à quoi je m'expose et que je pense que pour moi cette vidéo a la vocation à prévenir le risque et que c'est une manière pour moi de reprendre du pouvoir d'agir sur la situation, même si je sais que c'est clairement insuffisant comme mesure. C'est quand même un premier pas non négligeable, je trouve, dans la définition des conditions initiales du dialogue. Mon intention avec ces principes de Comcom, c'était de construire un espace sain et de confiance où tous les vécus peuvent s'exprimer, être partagés et correctement reçus, sans crainte. Voilà, donc j'attends vos avis et à très vite. J'ai chaud. Alors, figurez-vous que ma caméra a décidé de ne pas filmer la fin de cette vidéo, donc je me retrouve à la réenregistrer beaucoup trop de temps plus tard pour les yeux les plus aiguisés de ce public. Effectivement, peut-être que vous avez remarqué que quelques petites choses ont changé. Ma frange a poussé, les choses ont changé dans ma chambre, on a changé de moi. Donc bref, j'espère que ça vous aura pas trop dérangé, mais voilà, on se retrouve très vite.